Bonjour à tous. Merci donc de nous accueillir à ce colloque annuel du C2RL. Comme ça, c'est bien. Vous m'entendez bien. Je suis venue accompagnée d'Anthony Copin, qui est infirmier donc, à Créative, et de Julie Jadot, médiatrice santé-père, et Elisabeth Barou, qui s'excuse, elle n'est pas là aujourd'hui. Donc on a choisi de vous parler du programme Refocus. Donc en fait on a décidé un peu de prendre un de nos outils de formation, à la fois en vous le présentant sous l'angle de la recherche à laquelle on a participé, et ensuite en vous présentant, Anthony et Julie vous parleront plus du contenu de cette formation. En France, il n'y a aucun programme standardisé de formation des professionnels aux pratiques orientées rétablissement. Alors qu'on sait que ces pratiques, elles améliorent le devenir clinique et fonctionnel des personnes qui souffrent de troubles psychiques sévères, que ce soit schizophrénie, bipolarité, troubles borderline. En 2015, le professeur Slade a mis en place la formation Refocus, c'est des Anglais, c'est l'université d'Oxford, avec une validation d'efficacité de ce programme sur finalement les pratiques orientées rétablissement. Ça a été repris en Australie par le professeur Mido, et c'est comme ça que le docteur Dubruck a monté l'étude Rétaform. Le programme de formation c'est Refocus et l'étude c'est Rétaform. Donc c'est une étude multicentrique, plusieurs centres, notamment les centres référents de réhabilitation psychosociale participent, les 18 centres qui participent aussi à la cohorte Réalbase. Donc je vous disais, l'étude Rétaform, une étude multicentrique, 18 centres qui y participent, qui va évaluer l'implémentation d'un programme de formation des soins orientés rétablissement. Sylvie Latier qui est le promoteur, le docteur Dubruck qui est l'investigateur coordinateur principal. C'est ce qu'on appelle un PREPS, un programme de recherche sur les performances des systèmes de santé. C'est diligenté, financé par la DGOS, et donc il y a 18 centres, c'est les 18 centres de la Réabase. Enfin, il y a plus de 18 centres dans la Réabase, mais c'était ces 18 centres-là. Donc l'hypothèse principale, c'est que ce programme Refocus, ça faciliterait le rétablissement des patients qui ont été suivis par les équipes formées à Refocus. Dans les hypothèses secondaires, c'est que effectivement Refocus faciliterait l'orientation des pratiques vers le rétablissement, diminuerait la stigmatisation, l'autostigmatisation, le stress et la stigmatisation, améliorerait le bien-être, la perception d'être contraint. Tout ça, on l'évalue au travers d'échelles. Réduirait les coûts liés à l'utilisation des services de santé et améliorer la qualité de vécu au travail et redonnerait du sens aux pratiques d'accompagnement. Donc l'objectif principal qui a été évalué par une échelle qui s'appelle la QPR, Questionnaire about the Process of Recovery, avec mon super Max, chez les usagers, donc avec des troubles psychiques sévères. On évalue l'efficacité pour les patients, on évalue aussi un petit peu les dimensions chez les professionnels, à savoir leur connaissance sur le rétablissement, leur perception d'avoir une pratique orientée rétablissement, leurs attitudes stigmatisantes envers les personnes qui ont un trouble psychique sévère. Pour les patients, au-delà du QPR, du questionnaire about process of rétablissement, on évalue aussi la perception des pratiques, la stigmatisation perçue, la perception d'être contraint au travers d'une grille aussi, le stress et la stigmatisation, l'autostigmatisation, le bien-être mental, le fonctionnement psychosocial et les coûts. Donc il y a un volet quantitatif, mais aussi un volet qualitatif, où on va décrire un petit peu les dynamiques institutionnelles mises en place, les retours d'expérience des formateurs aussi, qui sont aussi audités, on va dire, la perception des professionnels ayant reçu la formation, et notamment l'impact sur leur pratique, et la perception des patients suivis par les professionnels qui ont été formés. Je vais vous montrer les designs après.
Sont inclus donc les personnes entre 13 et 65 ans, je vous passe donc troubles psychiques sévères de manière large, les patients qui ont été pris en charge par les équipes formées à Refocus, langue française, enfin un peu tous les critères habituels pour rentrer dans les études, et les critères d'exclusion, les patients sous tutelle ou présentant une déficience intellectuelle associée ou qui ont des troubles neurologiques, voilà, autres, ou des médicaments aussi à impact cérébral. Donc le design de l'étude, je vous ai dit, il y avait 18 centres qui ont été formés chacun leur tour. 9 centres formés la première année, donc l'année dernière, et 9 centres formés la deuxième année, donc cette année, avec des évaluations qu'on va voir normalement après. Je représente tous. Donc une évaluation initiale, avant que les équipes ne soient formées à Refocus. Et puis ensuite, l'équipe est formée à Refocus et un an après, on réévalue tous les critères que je vous ai cités précédemment et on réévaluera à 2 ans. Il y a des patients qui ont été évalués sur l'intra-hospitalier, d'autres sur l'extra-hospitalier. Je vous parle essentiellement de notre expérience. On a choisi 2 services d'intra-hospitalier qui sont portés candidats. Avec des évaluations, je dis à T0, T1, T2. Et plutôt des évaluations qui sont faites en fin d'hospitalisation pour que les patients inclus puissent avoir vraiment interagi avec l'équipe qui a été formée à Refocus. Alors peut-être plus s'attarder sur notre expérience à Poitiers. Donc j'avais fait en amont de l'ouverture de Rétaforme une présentation du programme Refocus pour sensibiliser les équipes et qu'elles se portent vraiment en candidate à être formées à Refocus. Une présentation au niveau de l'unité de recherche clinique, de la direction des soins infirmiers pour être soutenue aussi au niveau des instances par l'hôpital. J'avais présenté 2 fois de suite le programme à 2 services du pôle universitaire. La consigne, c'était qu'il fallait que ce soit des services qui aient envie de changer leur pratique en fait, et d'orienter leur pratique vers les pratiques orientées rétablissement. Avec des échanges de proximité, j'ai envie de dire, avec mes collègues psychiatres et avec l'encadrement. En mai 2023, les 2 infirmiers et la médiatrice santé créative ont été formés au Vinatier par le professeur Sey et son équipe, donc formés à Refocus. On a inclus les patients en août-septembre 2023 avec l'appui de l'unité de recherche clinique, donc 10 patients qui sont rentrés dans l'étude, 5 dans chacun des 2 services. Et les équipes ont été formées à Refocus par les 3 professionnels de créative en octobre 2023. Pendant 3 jours, donc des services qui étaient dans une dynamique de changer leur pratique, mais en même temps qui n'avaient jamais été sensibilisés à la réhabilitation psychosociale. Et on a inclus sur le pavillon Toulouse 12 soignants et 10 sur le pavillon Pinard. Donc des professionnels volontaires qui ont rempli les questionnaires. Cette année, on arrive au temps T1 avec l'inclusion de 10 nouveaux patients dans l'étude, 5 dans chaque service. Pour évaluer le ressenti des patients dans la prise en charge de leur rétablissement 1 an après la formation des équipes soignantes à Refocus. En octobre 2024, là on est en train de faire passer les questionnaires aux soignants à T1 et la prochaine étape, ça sera l'année prochaine, T2. À nouveau 10 nouveaux patients et retour d'expérience des professionnels. Je dirais les points positifs, qu'est-ce qui a bien marché, parce que vous imaginez, on avait fait le choix vraiment de prendre des services intra-hospitaliers parce qu'on les sentait les plus éloignés finalement des pratiques de RPS et des pratiques orientées rétablissement. Ça aurait pu être particulièrement compliqué. Ça ne l'a pas été parce que vraiment les médecins et les cadres ont joué le jeu de bénéficier de la formation eux-mêmes et de soutenir les équipes dans ces changements-là. Ils ont réussi à être présents les 3 jours de la formation, ce qui n'est pas forcément facile vu les contraintes qu'on a actuellement. Ça a renforcé nos liens aussi avec l'unité de recherche clinique, puisque c'est
c'est le docteur Jean Gervais qui s'est chargé des inclusions, aussi bien pour les patients que pour les professionnels. Donc l'aspect qualitatif a été apprécié par tous. Il faut savoir que c'était des équipes hétérogènes, avec pas que médecins et infirmiers, mais aussi aides-soignants, cadres, psychologues. Je ne l'ai pas mis, il y avait une secrétaire aussi qui fait partie de l'équipe. Et du coup, fort de cette formation, de notre trinôme de formateurs, on leur a demandé de former l'équipe de créatives elle-même à cet outil Refocus et du coup peut-être d'impulser des choses à la réécriture de notre projet de service pour vraiment bien se servir des outils orientés rétablissement de Refocus. Et du coup, je vais vous passer la parole pour le contenu de Alors du coup, la formation, on en a parlé un petit peu, c'est sur 3 jours. Alors c'est 3 jours qui sont très codifiés, parce que dans un protocole de recherche, forcément, les choses sont quand même assez carrées. Du coup, je vous propose de vous faire un petit descriptif par jour et de comment est-ce que les équipes ont perçu un petit peu ça. Donc le premier jour, c'est qu'est-ce que c'est que le Refocus, qu'est-ce que c'est que le rétablissement. Donc il y a de la théorie, on part de loin en fait, de pourquoi est-ce qu'à un jour on s'est dit qu'il fallait changer les pratiques, d'où est-ce qu'on vient, quelles sont les pratiques anciennes, et pourquoi est-ce qu'on a eu envie de changer. Du coup, cet aspect-là, par les équipes, ça pouvait être vécu comme quelque chose d'un peu difficile. Quand on vient de dire, bah oui, mais avant, aujourd'hui, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est que d'écouter les patients, parce que justement, avant, on n'écoutait peut-être pas trop en fait. Je ne sais plus qui tout à l'heure me présentait et expliquait qu'il y avait une inadéquation entre sa pratique et ce qu'il percevait autour de lui. C'était exactement ça en fait. Et quand on est confronté à ça sur ce premier jour, ça peut être un peu difficile. Du coup, ensuite, on vient amener toute la partie théorique. Qu'est-ce que c'est que le rétablissement, les différents modèles, l'assise du rétablissement dans le monde. Où est-ce que c'est mis en place, les différentes études qui ont été mises en place, quel pays met du rétablissement. Et voilà, donc on arrive en fin de la première journée avec un peu de frustration. Moi, ça a été mon cas, en fait, la formation des formateurs et focus, c'est la formation elle-même qu'on a. En anglais en plus, c'est quand même assez fun. Donc, le premier jour, c'est un jour où on se dit ah oui, il y a des choses quand même, le rétablissement c'est ça, nous on n'est quand même pas tout à fait là. Et du coup, ça génère quand même des émotions pas toujours très sympathiques. Du coup, arrive le deuxième jour. Le deuxième jour, c'est les pratiques de travail. Avec 3 pratiques de travail qui sont la première partie sur les valeurs et les préférences de traitement. Donc c'est une petite une formation sur l'approche du premier entretien avec le patient. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Et jusqu'à présent, je pense que dans beaucoup de centres de réhabilitation, les échelles qu'on utilise, ça va être les ADEB, les bilans de vie quotidienne, les CASIG. Et du coup, là, on a un focus quand même un petit peu sur quels sont les problèmes. Et quels sont les problèmes en termes d'importance, de difficulté. Là, on va aller faire le focus sur le contraire, qu'est-ce qui marche? Qui est-ce que vous êtes? Quelles sont vos valeurs? Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et dans la pratique de tous les jours, on l'a mis en place sur Créative et ça change quand même beaucoup la relation avec les patients. La première entretien que vous avez, bonjour, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous voudriez faire? Ah ben, moi, je n'ai posé ces questions-là. Donc, moi, je trouve ça quand même vachement sympa. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est de rechercher les forces. Quelles sont vos forces? En quoi vous êtes bon? Donc les forces, il y en a 2 types. Les forces internes. Donc, quelles sont vos qualités, quelles sont vos capacités, pourquoi est-ce qu'on vous complimente? C'est un peu abrupt de poser cette question-là, c'est pour ça qu'on fait le valeur et préférences de traitement avant, ça permet de pouvoir un peu défricher les choses et d'aider les gens. Et ensuite, les forces externes, qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Votre environnement, le travail, les amis, l'insertion dans le tissu associatif, les activités, les loisirs, voilà, tous ces éléments-là. Et du coup,
Le troisième jour, le deuxième jour plutôt, à la fin du deuxième jour, donc tout au long du deuxième jour, pardon, il y a des temps de jeux de rôle en fait. Donc ces temps de jeux de rôle, c'est des jeux de rôle sur la mise en application des outils qu'on propose. Donc on a une fiche sur les forces et les ressources, il y a une fiche sur les valeurs et les préférences de traitement, et on les fait utiliser et on fait réfléchir les équipes sur comment est-ce qu'on peut les mettre, comment eux pourraient les mettre en place, où est-ce qu'ils en sont, et comment est-ce qu'eux peuvent adapter ces outils à leur pratique quotidienne. Et en fait, on commence déjà à leur mettre un peu le pied à l'étrier. Donc ça, c'est l'aspect intéressant. Et puis, voilà. Sur le deuxième jour, je vais laisser maintenant un peu la parole à Julie. Mise à jour des connaissances, études internationales, etc. Bien que l'idée c'était quand même de construire un langage commun autour du rétablissement, d'évaluer et d'aller creuser avec les équipes ce que pouvait être ce langage commun, est-ce qu'on était d'accord ou pas sur la définition du rétablissement. Donc du coup, on est parti, enfin le programme de Monsieur Slade est parti du modèle Scheim. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce modèle, je vous montrerai une visualisation du modèle Scheim après. Et du coup, tu m'as dit on peut baisser, voilà. Alors, en anglais, mais moi je l'ai traduit en français un peu plus loin dans le diapo, donc c'est bien la connexion aux autres, l'espoir, l'identité, meaning, c'est le sens, hein, vraiment, pourquoi je me lève le matin, et reprise du pouvoir d'agir. Moi je parle particulièrement de la dignité du risque, qui est très importante dans le parcours de vie des personnes qu'on accompagne. Et donc on n'est pas du tout, vous êtes d'accord, sur l'observance médicamenteuse, la thérapie cognitive et comportementale, etc., etc. On est sur une approche différente. Alors, le MSP, il intervient dans cette formation justement pour parler de l'intérêt de ces outils, l'intérêt de parler des valeurs, l'intérêt de parler des préférences de traitement. Alors souvent, on présente cet outil un peu de cette façon-là, c'est-à-dire que l'approche habituelle, on est d'accord, on est sur la diminution des symptômes, mais on ne contribue guère à renforcer les aspects positifs de la vie de la personne, sa résilience et l'aider à vivre la meilleure vie possible. Donc en fait, l'idée, c'est bien que la partie, on va dire, outils, remédiation cognitive, TCC, traitement médicamenteux, toute l'approche fonctionnelle, en fait, on la réserve à la plus petite place et qu'on laisse mettre plus de place, prendre plus de place possible pour le remaniement identitaire qui se base sur observer mon comportement, me connaître, comprendre le savoir expérientiel de la personne et le valoriser, et que la personne puisse définir, identifier ses limites, les accepter, tout en équilibrant avec cette fameuse limite du risque. Donc en gros, là on voit bien que sur un schéma habituel, on se concentre sur est-ce que le suivi est régulier, est-ce qu'il y a une bonne alliance, est-ce que les symptômes comme l'humeur, l'impulsivité, les idées noires, etc. Diminuent, les traitements médicamenteux donc qui occupent le premier plan, et effectivement tous les outils qui vont apporter un nœud fonctionnel. Voilà, on va se concentrer sur cette partie-là. Mais effectivement, les valeurs à ce moment-là ne sont pas explorées. Et là, du coup, trouver sa place et se sentir utile, la sécurité financière, ok, comment je le ressens, parce que c'est pas parce que j'ai l'âge que je me sens en sécurité financière, par exemple. La liberté, l'aventure, l'engagement, la compassion, ça peut être des styles de valeurs, ce sont des exemples. L'ouverture, la curiosité, et les projets ne sont pas toujours considérés, donc c'est des projets aussi à long terme, mais aussi à court terme. On peut évaluer différents termes de projets. Et mettre du sens sur son parcours et digérer le vécu traumatique, qu'il soit des hospitalisations ou de l'enfance, etc., etc. Et là, on va appuyer sur les leviers de résilience. Et donc l'approche Refocus, en gros, on va pousser les professionnels à aller vers ça, c'est-à-dire diminuer certes les symptômes, mais se concentrer absolument et s'appuyer sur les aspects positifs de la vie de la personne. Et donc, on voit que les aspects qui étaient mis au premier plan au départ prennent beaucoup moins de place, que les difficultés, voilà, on les met un petit peu en tout, enfin, on diminue ce focus sur les difficultés, et voilà, les aspects qui vont prendre plus de place. Du coup, là, pour moi, c'était m'aider à faire mes choix sans pression et librement, un engagement bénévole, réassurance, ma place d'épouse et de mère. Donc là, mon exemple, on va essayer de calquer sur la façon dont on peut penser, dont les personnes peuvent penser leur établissement. Donc, la sécurité financière, ça place pour, voilà, mon statut, j'ai une invalidité, j'ai une RQTH, etc. Ça, c'est fait. Mais qu'est-ce que je mets derrière ça aussi? Est-ce que ça me convient ou pas? Mettre à distance les rapports toxiques, fixer des objectifs précis, travailler la flexibilité, s'auto-évaluer, s'observer, travailler l'estime de soi, réduire les exigences, etc., etc.
Et les valeurs, ensuite sur les valeurs, ça permet de travailler un petit peu tout ça. Et surtout être écouté et pouvoir se raconter, la force du récit. Parce que quand on récite, quand on raconte son histoire, on a un regard différent sur cette histoire, et justement, dans ce terreau-là, on va pouvoir trouver des valeurs et des forces. Je vais juste remettre le modèle Chan, je te remets là-dessus. Donc voilà, ça c'est le modèle Chan que nous, on a un petit peu traduit, donc on est vraiment sur du relationnel, de l'espoir, de l'identité, du sens et du pouvoir d'agir. On ne parle pas forcément de médicaments. Évidemment, on sait tous que les médicaments permettent de stabiliser et on ne peut pas nourrir et entretenir tout ça si on n'a pas une certaine stabilité. Mais c'est pas sur quoi on va s'appuyer en premier. Et juste un dernier petit mot avant que je te repasse au micro. En fait, on ne fait pas d'évaluation, on va dire, d'aspect clinique ou d'aspect fonctionnel. On est vraiment sur autre chose et c'est vraiment une photographie de la somme des ressources. Ça, je l'ai dit. Dans la valeur, en fait l'outil c'est VPT et c'est la première évaluation qu'on va quand on prend une personne au créatif qui arrive, maintenant on fait que le VPT, c'est-à-dire qu'on se base vraiment là-dessus, c'est ses valeurs et ses préférences de traitement, c'est-à-dire comment j'aimerais être accompagnée, qu'est-ce que j'imagine de mon accompagnement, j'arrive ici, voilà, à quoi je m'attends en fait, et c'est sur ça qu'on va déjà creuser. Et donc du coup ça permet aussi, je refais un petit parenthèse, sur le GPS, c'est-à-dire que ces préférences de traitement, elles vont permettre aussi d'avoir une base pour remplir le GPS, donc c'est très intéressant. Et donc du coup, en fait, c'est ce qui va constituer les principaux leviers pour que la personne puisse se réaliser au quotidien. Et j'attendrai la conclusion pour vous parler des écueils qu'on a eu avec les équipes sur la mise en place des outils, et je repasse le micro à mon collègue Anthony. Alors du coup, ce deuxième jour, il était quand même aussi riche pour les équipes, parce que ce qu'on expliquait, c'est qu'on essaye d'avoir une relation qui est horizontale. C'est bien pour le patient, effectivement, pour la personne qu'on accompagne, mais c'est aussi très bien pour le soignant. C'est-à-dire qu'on a des relations avec les personnes qu'on accompagne de bien meilleure qualité. Il y a beaucoup moins de tension dans les services, qu'on est plus efficace, qu'on a un sentiment d'accomplissement qui est aussi tout à fait différent. Ça, moi, c'est ce qui m'a attiré dans la réhabilitation psychosociale. Ça fait quelques années que je travaille dedans maintenant, et c'est pour ça que le Refocus m'a intéressé. C'était vraiment pour pouvoir transmettre ces éléments-là. Je pense que beaucoup de gens qui sont là aujourd'hui et toutes les présentations vont un peu dans ce sens. Donc, c'était hyper intéressant de faire toucher ça du doigt aux personnes qu'on accompagnait. Le deuxième élément, du coup, c'est qu'on a plein d'outils, on a les forces, on a les ressources, on a les objectifs. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, le troisième jour, c'était vraiment, on parlait tout à l'heure de savoir-faire, savoir-faire, savoir-être. Le troisième jour, c'est le savoir-être. Alors, on parle de coaching. Alors ça, dans la formation, tu avais fait hérisser des cheveux. Oui, mais le coaching, c'est un truc mercantile, on ne peut pas parler comme ça, on parle aussi de clients et tout ça. Donc ça avait fait un peu hérisser, mais en fait, l'idée du coaching, c'est de libérer le potentiel d'une personne et de faire jaillir ses propres ressources pour atteindre des objectifs significatifs. C'est de garder les gens capables. Et le rôle de coach est de soutenir et de challenger les gens dans un environnement psychologiquement sûr pour les aider à atteindre leur potentiel et à s'épanouir. Ça, c'est hyper important. C'est le fait de dire que atteindre des objectifs d'engagement est toujours plus productif que d'avoir des objectifs d'évitement. Donc, le fait de challenger, c'est ça. Vous avez quels sont vos objectifs, maintenez-les dans le temps, on va essayer de voir quelles solutions on peut avoir. Donc là, les outils de rétablissement ont leur place, la réhabilitation psychosociale, la remédiation cognitive, quels sont les freins, et on va essayer de lever ces freins au fur et à mesure, et on avance sur le projet, on fait les points régulièrement. Et donc, le troisième jour, c'est vraiment toutes ces techniques de communication qui sont basées sur un modèle qui s'appelle le modèle Rich, qu'on ne va pas forcément détailler parce que ce n'est pas forcément l'objet du jour, mais on parle d'écoute active, on parle de contractualisation dynamique, on parle de challenger, on parle de mettre des limites aussi parfois quand il y a besoin, et avec des jeux de rôle au fur et à mesure. Et là, on n'est plus dans le deuxième jour, on essaie de mettre le pied à l'étrier, là on est vraiment dans la pratique pour les équipes. Et c'était quelque chose qui était intéressant, où ils mettaient en œuvre les concepts. Les collègues de New York tout à l'heure expliquaient qu'on avait besoin de savoir expérimenter pour ressentir dans son corps ce que c'était. Là, c'est ça en fait, on est vraiment dedans. Et les équipes essayent, les infirmiers, les médecins, les aides-soignants qui avaient participé.
Voilà. Alors ça, c'est un outil qui est intéressant, parce que dans les valeurs et les préférences de traitement, tout le monde ne peut pas raconter sa vie sur un mode conversationnel. Il y en a qui vont plutôt vous raconter leur vie en commençant du début, de façon un peu narrative, et il y en a pour qui c'est beaucoup plus difficile. Donc on a cet outil-là qui est un petit visuel, avec, il y a plein d'arbres possibles. Donc les fruits, c'est les cadeaux que nous avons reçus, les contributions que les autres ont apportées à notre vie. Les feuilles sont les rencontres, les personnes importantes dans notre vie, y compris les héros, les modèles, les personnes décédées. Les branches et les espoirs, les rêves, les objectifs à long terme et à court terme. Le tronc, c'est sur quoi nous accordons la valeur, à quoi nous tenons, quelles sont nos compétences et nos aptitudes. Le terrain, c'est les activités quotidiennes que nous choisissons de réaliser. Les racines, c'est d'où nous venons, notre langue, notre culture, les personnes qui nous ont le plus appris dans notre vie, un lieu préféré, une chanson, une danse. Les semences, c'est l'héritage que nous souhaitons transmettre aux autres. Il peut s'agir de choses que nous n'avons jamais eues. Et il y a le bac à compost. Je vais vous passer le message à Julie. Oui, le bac à compost, parce que l'arbre de vie il existe déjà dans certains programmes d'estime de soi, on le travaille déjà. Mais là, la différence, je trouvais que c'était que le bac à compost était assez sympa, parce que du coup, ils disent que c'est tout ce qu'on veut évacuer, tout ce qu'on jette, mais sauf que ce sont les sujets problématiques, les problématiques en lien avec les personnes, ça peut être aussi les expériences de trauma. Mais au final, le compost, ça sert à quoi? Ça sert à faire de l'engrais. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que les choses qui sont problématiques, si on les laisse se décomposer, si on les laisse se traiter et se métamorphoser, ça peut faire de l'engrais. Et c'est dans cette dynamique-là qu'on essaie justement de favoriser le coaching. Et bien sûr, on s'appuie sur le travail du deuxième jour, donc les valeurs des ressources, pour essayer de développer les objectifs et les porter à leur terme, en fait. Voilà, il y a vraiment tous ces éléments. Enfin, donc, ce qu'on voulait vous dire un petit peu en conclusion, c'était que le rétablissement, en fait, ce qu'on a essayé de porter comme message, c'est que c'était de la rééducation à l'espoir pour les patients. Et c'est aussi vrai pour les soignants, parce que des fois, dans les équipes, il y a on disait ça tout à l'heure, il y a de l'épuisement, et du coup, donner une nouvelle façon de voir les choses, c'est aussi quelque chose de très très intéressant. Et ça a été plutôt bien vécu par les équipes que nous accompagnons. Moi, je voulais qu'on fasse quand même un point sur les écueils, enfin, les questions qu'on avait eues des professionnels à la fin de la formation, les remarques qu'on avait eues. Souvent, on nous disait oui, mais on n'a pas le temps de faire tout ça. On n'a pas le temps. Et en discutant avec eux, on leur a démontré qu'en fait, le temps qu'ils passaient à ce moment-là, c'était quand même gagner du temps sur autre chose. Et ça, c'est difficile à comprendre. Que passer plus de temps à un moment T permet d'avoir plus de temps à terme, c'est-à-dire que ça évite la chronicisation. Faire les choses d'une façon différente et plus poussée à un moment, y mettre plus de temps, ça permet d'y revenir 10 fois et que la personne revienne, etc. Quand on fait les choses plus finement, avec une orientation plus solide sur l'ambulatoire, parfois ça marche un petit peu mieux et ça évite qu'il y ait des répétitions comme ça. Et donc du coup, ça crée de l'espoir, ça évite la chronicisation des patients. Souvent on disait oui, mais les patients qu'on accueille ils sont trop instables pour travailler comme ça. Voilà, ça vous pouvez faire ça en ambulatoire, mais nous, ils sont trop instables, c'est pas possible. Et effectivement, en proposant différents outils, enfin voilà, quand on ne peut pas rédiger, quand on ne peut pas faire un diagnostic, enfin une évaluation VPT, donc avec des questions très précises et tout, on peut utiliser d'autres supports. Voilà, donc ça c'est assez intéressant, on peut adapter les supports. Et moi j'ai remarqué quand même des choses qui me posent question dans ce programme, c'était à trop théoriser le rétablissement. J'ai peur qu'on oublie le côté rencontre humaine, parce qu'en fait c'est surtout ça, c'est une histoire de rencontre, l'accompagnement quand même. Et ça coupe peut-être trop théorisé, ça couperait un peu de spontanéité des équipes et d'authenticité. Et du coup, est-ce que ça ne mettrait pas à mal aussi l'alliance de se mettre toute la pression avec une grosse théorie rétablissement, de confronter aussi trop rapidement les erreurs présentes, actuelles. On en parlait tout à l'heure, il y a déjà des erreurs dans les pratiques actuelles. Est-ce qu'on ne va pas confronter trop rapidement ça? Est-ce que ça ne va pas décourager? Voilà. Et après, renaître l'espoir, tu l'as dit, c'est très bien. Donc voilà. Merci.